Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle des technologies à la ferme. Elle est loin l'époque du cheval et de la charrue. Les exploitations agricoles n'ont rien à envier à des entreprises d'autres secteurs d'activité. Bienvenue à Zone agricole. Les technologies à la ferme, c'est une réalité de tous les jours, que ce soit dans l'application des semences, dans la surveillance des températures des sols et l'évolution des cultures, ou pour nourrir et soigner un troupeau laitier. Nous avons la chance, cette semaine, de parler avec un expert et un producteur qui pourront vous en dire long sur le sujet, sur la technologie à la ferme et leurs avantages. Carl Vachon de chez l'ELI et Steve Desrochers, producteur à Saint-Flavien. Mais dans cette émission, nous retrouvons également la revue de presse de Guy Duval, le coup de gueule de Yann Turmine, et dans le Zoom économique, on vous présente M. No de Logiag, un spécialiste des pratiques en agriculture durable. Mais auparavant, échangeons avec Simon Bégin, qui nous fait un remake sur l'histoire de la techno à la ferme. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Alors Simon, on parle de technologie à la ferme et finalement, comme je disais en introduction, on n'est plus du tout à la charrue et au cheval. Il se passe quoi en techno à la ferme aujourd'hui? Tu as tout à fait raison. L'image traditionnelle d'un secteur un peu ancien, c'est complètement dépassé. On peut dire que l'agriculture, c'est un des domaines où la technologie a le plus pénétré et où les gains de productivité liés à la technologie ont été les plus spectaculaires. Une petite donnée pour en donner un exemple. Au début du 20e siècle, autour de 1900, on calculait qu'un producteur agricole pouvait nourrir 4 personnes. Alors aujourd'hui, dans les grandes fermes de l'Ouest, un producteur en nourrit 200. Alors, un facteur 50, c'est quand même extraordinaire. Alors, pour illustrer un peu ce que c'est, on va prendre l'exemple d'une ferme laitière, les techniques de traite. Alors, pour montrer l'évolution. Alors, avant 1960, c'était la traite manuelle. Alors, une ferme optimale, un producteur, c'était 10 vaches. Finalement, si le monsieur avait plusieurs garçons en âge de travailler, ça pouvait être plus que ça. Alors, rendu en 1960, on avait arrivé les treilleuses. Ça pouvait être une treilleuse avec une chaudière, mais aussi une treilleuse connectée sur un pipeline avec un réservoir. Donc là, le facteur de productivité a été considérable. On ne pouvait pas atteindre une taille optimale d'un troupeau de 150 vaches. Alors, c'était quand même très bien. Mais si on se remonte maintenant à l'an 2000, on avait apparaître le fameux robot de traite. Ce système où la vache se dirige elle-même vers un petit enclos où, là, c'est une machine qui installe la treilleuse. Oui. Beaucoup plus gros. Alors, c'est automatisé. Alors là, il y a eu un autre gain de productivité. Une ferme pouvait atteindre une taille optimale de 400 vaches selon le nombre de robots. Un robot peut accommoder à peu près 70 vaches. Mais rendu à 400 vaches, là, la méthode, le gain de productivité, le robot ne convient plus. On passe à ce moment-là ce qu'on appelle un carrousel de traite. Ces immenses systèmes un peu en rond où c'est pas le travailleur qui se déplace, c'est la vache qui tourne, dans le fond. Ça peut être soit encore manuel ou ça peut aussi être automatisé. Alors là, à vrai dire, il n'y a vraiment plus de limite. Là. On peut passer à plusieurs centaines d'animaux. Maintenant, ça, c'est la façon mécanique de traire la vache. Au-delà de ça, il y a toute l'informatique qui va nous donner une fois le renseignement. Le système va nous donner des informations sur la santé de la vache, sur la productivité de chaque pie, alors et sur... Et même l'intelligence artificielle peut avoir un rôle dans le futur. Il y a des gens qui travaillent sur la reconnaissance faciale d'une vache. Alors, c'est quand même quelque chose. On pourrait savoir dans un troupeau en stabulation libre, tel animal a un comportement un peu bizarre, alors c'est sûr que ça va permettre... Maintenant, il y a une image qu'on peut avoir. On peut s'imaginer que toute cette technologie-là ne va profiter qu'à des grandes fermes. C'est pas exact. Même une ferme de petite taille va avoir beaucoup de gains en utilisant des outils informatiques qui sont à sa disposition. Je pense que M. No, plus tard dans l'émission, va pouvoir nous en dire un mot. Donc, la techno, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Merci, Simon. Merci.
Alors Guy, bonjour. Pour la revue de presse, on a parlé des coops la semaine dernière avec Solio. On va encore parler des coops avec Nutrinor, c'est ça? Oui, Nutrinor qui est quand même une très grande entreprise qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, c'est leur 75e anniversaire cette année. C'est une coopérative quand même que 1000 employés et qui fait comme chiffre d'affaires cette année 783 millions de chiffre d'affaires pour 7 millions de bénéfices nets. Il faut dire que Nutrinor n'est pas seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on la retrouve aussi dans 6 autres régions, la capitale nationale, la Côte-Nord, la Naudière, Montérégie, Montréal, puis Nord du Québec. Les secteurs d'activité de Nutrinor sont dans 4 grands secteurs d'activité. Si on prend l'agroalimentaire, on touche des compagnies comme Fromagerie Perron, Fromagerie Champagne, les produits laitiers dont le litre de lait est dans un carton non blanchi. C'est nouveau. On retrouve ça seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a la boucherie Charcuterie Perron, la boucherie du Royaume. Comme on voit, ils sont très diversifiés. Au niveau agricole, ils ont une meunerie à Saint-Bruno, 3 centres de grains, 13 poulaillers et 2 pondoirs. Au niveau du commerce de détail, bien, ils vendent du gaz naturellement. Ils ont des quincailleries, ils ont 4 BMR et des casse-croûtes. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que cette entreprise vend du gaz, on sait très bien que au niveau de l'énergie, ça change. Alors, ils ont décidé comme stratégie d'aller dans les éoliennes. Et cette année, ils ont fait l'acquisition de Valdeco Énergie Québec avec un partenaire qui vient du Saguenay. C'est leur nouvelle actualité, en fait, d'aller dans l'éolien. Ils sont avec Gilbert Énergie. Alors, ils ont l'intention de faire des éoliennes au Lac-Saint-Jean. Et en plus, actuellement, avec cette compagnie-là, ils sont aux Îles-de-la-Madeleine pour développer des éoliennes. Et deuxième sujet, il semblerait que maintenant on peut faire du lait sans vache. Oui, on en a parlé dernièrement aussi avec la compagnie Remel que l'autorisation, c'est une compagnie israélienne qui a l'autorisation de faire du lait synthétique, du lait qu'on fait en laboratoire. C'est quand même spécial. Créé avec des levures et des bactéries là, pour faire des protéines similaires, en fait, c'est ça? Absolument. Et on appelle ça du lait, mais ils appellent ça du lait, mais quand ça va être le temps de le mettre sur le marché, je pense que ça va changer parce qu'au Canada puis au Québec, l'Agence canadienne des inspections des aliments, le mot lait est réservé à un produit issu de sécrétion lactée, c'est-à-dire venant de glandes mammaires d'un animal. Donc, ça, c'est important. C'est pas gagné pour la compagnie israélienne d'appeler ça du lait. Absolument pas. Puis c'est une entreprise qui veut mettre le mot lait, bien, c'est sûr qu'ils vont avoir des problèmes. Puis il est fort probable que ça soit impossible que le mot lait soit mis pour du lait synthétique. Et on le voit d'ailleurs avec le lait soya. On parle de lait soya, mais quand c'est le temps de l'acheter, on appelle ça du boisson de soya. Boisson de soya. Puis on dit, pour la compagnie israélienne, dit que c'est peu coûteux et que c'est écologique de leur part. C'est vendu aux États-Unis dans 5000 supermarchés, oui. Mais c'est pas gagné encore au Canada. Ils font de la crème glacée, puis du yogourt, puis du fromage aussi. Merci Guy. Okay. Alors Carl, bonjour, Carl Rachon de Lélie, et bonjour à Steve également, producteur à Saint-Flavien. Carl, t'es venu il y a quelques semaines dans l'émission, on avait déjà parlé un peu des robots Lélie, mais plus largement, on sait que les fermes sont très techno aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que l'agriculture se modernise à ce point? Comment ça marche l'agriculture moderne aujourd'hui? Un peu comme votre premier invité a expliqué, hein, c'est qu'il y a des défis d'être le plus productif possible, d'être le plus rentable, la rentabilité aussi. Et puis avec productivité, bien, ça rime beaucoup depuis le 20e siècle avec l'automatisation, la robotisation aussi. Donc un producteur doit être capable de faire le plus possible. Avec le moins d'énergie possible. Donc, pour ce faire, l'automatisation et la robotisation est sortie. Et puis, depuis le 20e siècle, il y a aussi les data, les données qu'on parlait tantôt, l'information qui s'est ajoutée à tout ça. Donc, un producteur d'aujourd'hui est capable, seul, de mieux gérer son troupeau, d'avoir des meilleures performances et puis d'être au jour le jour avec sa production locale à lui. Donc, on a des producteurs qui vont se retrouver, contrairement dans le temps, seul avec une chaudière ou 2 vaches aujourd'hui, mais qui va plutôt gérer, ça va être des gestionnaires.
qui vont toujours se servir de l'humain au jour le jour, mais ça devient de plus en plus des gestionnaires de troupeaux que de juste des travailleurs. Avec un support informatique très important. Exact. Et d'ailleurs, Steve Desrochers, vous êtes producteur à Saint-Flavien, la ferme Haut-Steve. En fait, on est content de vous avoir parce qu'au-delà de la technologie, vous allez nous en parler tout à l'heure aussi, comment vous le vivez au quotidien, mais je pense que peut-être déjà de nous dire de votre production, combien de vaches vous avez, quel type de production vous faites, puis qu'est-ce qui a changé en 20 ans en fait? C'est ça, mon nom, moi, c'est Steve Desrochers. J'ai la ferme Haut-Steve en copropriété avec mon père. La ferme, nous autres, on produit seulement du lait. Je fais un petit peu de grande culture, mais mon but futur, c'est vraiment juste de produire du lait. Puis la technologie des robots nous a amené plus de qualité de vie par rapport à ce qu'on avait avant, qui charge nos horaires de travail peuvent différer de côté d'avant. C'est que maintenant, je suis pas obligé de me lever vraiment tôt le matin, je peux changer ma journée, je peux commencer à 7-8 heures au lieu de commencer à 5 heures pour faire la traite, ce qui me permet d'avoir une vie un peu plus familiale qui m'aide beaucoup personnellement. Puis en même temps, la technologie a fait que les performances du troupeau peuvent beaucoup s'améliorer par rapport à la nouvelle technologie qui se fait, qui est plus facile à gérer, vu que c'est une robotisation qui emmène toutes les données en même place, fait qu'on a besoin de faire moins de recherche pour avoir des données, c'est que tout peut être concentré sur notre ordinateur. Puis vous avez une centaine de vaches, je pense, c'est ça, en stabulation libre? Oui, exactement ça. J'ai à peu près une centaine de vaches, mais le projet est fait pour 200 vaches environ. OK. Puis ça, c'est l'informatique, c'est la technologie qui va vous permettre de vous rendre à ce niveau de troupeau, en fait. Exactement ça. Ça peut se faire de toutes sortes de façons, mais cette façon-là, je trouve que c'est la façon la mieux appréciée pour la mienne, car ça distribue mettons, le temps de tâche. Ça veut dire qu'on n'a plus des heures fixes, qu'on peut varier nos choses. Puis les choses, c'est que toutes les données de robotique peuvent nous emmener. Fait que notre gestion de troupeau est beaucoup plus facile. On est capable de faire de gestion d'alimentation, de tout ce qui est le troupeau se fait seulement avec l'ordinateur. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire une gestion de troupeau. Puis ça prend beaucoup moins de main-d'œuvre. Alors, ça facilite l'augmentation de la ferme. Puis comment on fait pour choisir la bonne technologie? Est-ce qu'on visite d'autres fermes? Est-ce qu'on va dans les salons agricoles? Est-ce qu'on se renseigne sur Internet? Comment on choisit la bonne technologie, en fait? La bonne technologie, c'est vrai que ça, c'est toujours pas facile parce qu'il y a toujours plusieurs technologies qui nous arrivent, qui sont sur le marché. Mais qu'est-ce qui est fait? C'est de regarder ce que tes objectifs que toi, tu vas avoir pour le futur. Fait que partir de là, ce que je voulais avoir, là, je me suis mis à faire des visites de ferme, puis à voir tout ce qui est robotisé un peu, tout ce qu'il pouvait avoir sur le marché. Fait que tranquillement, j'ai fait comme vous dites, j'ai fait des visites de ferme, j'ai parlé à d'autres producteurs, j'ai parlé à des vendeurs, à tout le monde qui tourne un peu de l'agriculture, qui est proche de là, pour avoir le plus d'informations possible, pour faire le projet le mieux fait, pour avoir besoin le moins d'œuvre possible. Tant qu'être robotisé, ce que je voulais, c'est que ça avoir le moins de main-d'œuvre possible et de plus être efficace. C'est pour que... Une journée type pour vous, c'est quoi finalement quand vous vous levez le matin, finalement, parce que la traite, elle se fait au quotidien par les robots en fait. Oui, exactement. La traite se fait par les robots, mais on a quand même toutes sortes de tâches à faire aux alentours. On a le soin des animaux, le soin des veaux, après ça, toute la gestion se fait. Fait que bien souvent le matin, comme je vous dis, on n'a pas d'heure fixe maintenant. C'est ça qui est le fun de l'avantage de l'agriculture robotisée, c'est que l'horaire est moins fixe. C'est que des fois le matin, tu rentres entre 7 puis 8h30 à peu près que je vais y aller. Là, je vais commencer par regarder mon ordinateur pour m'assurer que tout va bien, tout est en fonction. Après ça, je vais regarder mes animaux. Si mes animaux sont tous bien en santé, tout ça, je parle toujours bien à partir de mon ordinateur, que je regarde ça. Fait que je suis tout capable de voir si j'ai des problématiques. Certaines vaches qui ont des problématiques, ils vont être sorties dans un certain rapport. Même si vous êtes en dehors de la ferme. Exactement. Même si je suis dans la maison chez nous, je vais être capable de l'utiliser à partir de mon ordinateur ou de mon cellulaire. Fait qu'à partir de là, je suis capable de voir c'est quoi mes problèmes. Fait qu'au lieu d'aller regarder toutes mes vaches du troupeau, je vais m'en aller directement vers la vache qui est malade ou qui a quelque chose ou un traitement à faire. Fait que à partir de là, c'est là que je vais commencer ma journée. Après ça, je vais toujours faire quand même une petite tournée visuelle, parce que ça reste des animaux, on ne sait pas des petites choses que le robot n'a pas vues non plus, même s'il en voit très beaucoup, mais ça reste des animaux. Fait que je vais toujours faire une petite routine. Puis après ça, un coup que ma petite routine du matin, vraiment que tout est correct, en frais de vache laitière, là, bien souvent, je vais aller m'occuper de mes sujets de remplacement. Que là, je vais faire mes sujets de remplacement, les petits veaux, tout ça, on va faire la nutrition de tous eux autres.
Alors, Carl, on parlait d'aller voir dans les autres fermes. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie aussi de ce que fait Lely, d'aller voir même ailleurs, parce que je pense que vous partez bientôt à Vancouver pour voir ce qui se passe dans d'autres fermes dans l'Ouest canadien également. Ça fait partie donc d'accompagner les producteurs de cette façon-là. Mais je dirais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut arriver encore en technologie, en fait? Il y a deux choses. On parle souvent, on se concentre souvent sur le producteur laitier égale traite, le bout d'aller chercher le lait, mais il y a toutes les tâches autour pour le producteur qu'on peut automatiser. Puis il y en a déjà plusieurs tâches. L'alimentation est automatisée aussi dans les fermes maintenant. Le fumier, on est rendu avec des robots aussi, des robots racleurs qui vont aller chercher directement le fumier, qui va aller le porter dans des fosses. On parlait de l'environnement aussi. Chez Lely, on a sorti une technologie qui va pouvoir démêler le fumier, une partie du fumier, puis transformer ça en minéraux. Donc, les fermes vont pouvoir produire moins de méthane, et puis donc ça va permettre à être moins pollué. Puis l'important, comme Steve disait tantôt, c'est que chaque producteur doit connaître ses besoins, puis définir est-ce que ce besoin-là, j'ai des avantages d'automatiser cette partie-là. Est-ce que c'est faisable chez moi aussi? Donc, à partir de là, les technologies, je pense qu'il n'y aura presque pas de limite. On va pouvoir toujours de plus en plus automatiser. Mais il va toujours falloir un bon producteur derrière avec une bonne gestion, puis des bons plans, puis des partenaires locaux autour pour travailler avec eux autres. Est-ce qu'il y a aussi chez Lely une R&D, en fait, en recherche sur l'intelligence artificielle? On voyait Simon qui nous parlait tout à l'heure de la reconnaissance faciale des vaches. Là. Est-ce qu'on est rendu là ou est-ce qu'on va être rendu là? On est déjà rendu là. Steve parlait tantôt de système Horizon, qui est le système de gestionnaire de troupeaux. Anciennement, on avait des gestionnaires de machines. Maintenant, on a des gestionnaires de troupeaux. Donc, toutes les données comptabilisées. Un robot comptabilise plus d'une centaine de milliers de données par jour, que ce soit à travers les colliers ou à travers la traite. Donc, toutes ces données-là, selon le producteur, sont triées selon les choix du producteur par l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle ramène des rapports directement au producteur qui lui dit « telle vache est la bonne vache, telle vache est la meilleure. Elle, tu devrais même pas peut-être l'inséminer parce que c'est pas une bonne vache. » Donc, le producteur, maintenant, au lieu d'être obligé de s'asseoir devant les troupeaux de 300 vaches, je ne peux pas connaître 300 vaches par cœur. On est loin de Coyote, que je connais ma petite Coyote. C'est 300 vaches, je regarde le rapport, comme Steve disait. Et puis, suite au rapport, il va prendre ses choix pour être le plus efficace possible, le plus rentable possible. Puis tout ça, c'est à l'avantage des animaux en même temps. C'est ça, c'est l'avantage des animaux, le bien-être animal. On parle souvent de bien-être animal. Est-ce qu'on peut dire aussi que la technologie, finalement, c'est le bien-être du producteur, quelque part? Oui. Je pense même que ça l'emmène les deux. Ça emmène le bien-être des animaux, puis ça emmène le bien-être des producteurs. Parce que les animaux aussi, parce qu'ils vont se faire traire selon leurs besoins. Puis avec le système vecteur d'alimentation que j'ai avec les robots, fait qu'il n'y a jamais de bousculage parce que les vaches peuvent aller manger de l'herbe fraîche la journée longue. Puis sur mon côté à moi, bien, ça me diversifie beaucoup mes horaires. C'est que, tu sais, avant, on avait des horaires fixes pour les traites, pour vraiment être performant sur nos traites. L'effet que la traite maintenant est robotisée, bien là, ça me permet de changer mes heures pour aller à la traite, pour pouvoir profiter de mes activités, profiter de la famille un peu plus qu'avant qu'on avait des obligations d'être à des heures fixes pour être productif. Tandis que les robots nous permettent de dégager ces charges de travail-là. Ça fait autant de travail, sauf que les charges au moins sont divisées, fait qu'on peut avoir une meilleure qualité de vie par rapport à ça. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. On a appris un petit peu plus sur la technologie. Merci. Bonne journée. Alors, dans le Zoom économique, on vous parle cette semaine de carboneutralité. L'objectif de la carboneutralité signifie que notre économie n'émet pas de gaz à effet de serre ou que l'on compense pour ses émissions. Et pour parler plus précisément de carboneutralité, on rencontre Jacques Naud de Logiag. Bonjour, Monsieur Naud. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour, Monsieur Pateli. Alors, Monsieur Naud, bonjour. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai vu en fait que vous aviez créé en 1999 Logiag et que vous aviez donc l'intention de soutenir des pratiques durables en agriculture. C'était assez précurseur en 99. Oui, c'était assez précurseur, mais j'avais passé plusieurs années avant, les 10 années précédentes, à travailler comme travailleur autonome, à développer cette expertise-là sur la gestion des sols, la gestion du fumier, la fertilisation des cultures. Là, rendu en 99, j'avais déjà acquis une réputation là, sur tout ce qui touchait les pratiques, on les appelait pratiques durables ou écologiques.
Puis ce qui est arrivé en 99, c'était l'entrée en vigueur du règlement sur les exploitations agricoles. Donc, ça a été une opportunité pour moi de créer le GIAG avec un de mes frères pour répondre à la demande des agriculteurs qui, avant le règlement, c'était par conviction qu'ils achetaient des services. Puis après l'entrée en vigueur du règlement, c'était par obligation réglementaire. Comment vous accompagnez, effectivement, comment vous accompagnez les producteurs, en fait, parce que vous les aidez à lutter contre les réchauffements climatiques, mais comment ça se traduit dans le quotidien du producteur? C'est ça. Depuis quelques années, le service qu'on a développé a évolué au point d'offrir un service de transition climatique aux agriculteurs. Puis il y a comme 3 étapes, si on peut dire. Là, la première, c'est d'aller collecter des données et de modéliser ces données-là pour évaluer, transformer les activités de la ferme en évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Puis on leur propose aux agriculteurs une façon de réduire leurs émissions, puis d'affecter les sources les plus importantes d'émissions et de maximiser les réservoirs qui se trouveraient sur la ferme pour séquestrer du carbone. Donc, une fois qu'on a identifié ça, on leur propose un plan de transition qui identifie des pratiques dans le temps qu'ils peuvent implanter sur la ferme pour réduire leurs émissions et réduire ou améliorer leur empreinte carbone. Puis c'est un accompagnement là, qui s'étale sur plusieurs années, qui touche la plupart des pratiques. Cet accompagnement-là, en fait, il est supporté par pas mal de technologies aussi, parce qu'en fait, sur votre site, on parle de logiciels qui réunissent des informations concernant la gestion des matières résiduelles, l'analyse agronomique, les types de sols, les types de cultures. Donc, en fait, il y a de l'informatique, il y a du soutien technologique, en fait. Moi, tout à fait, merci. Là, c'est une des spécificités de le GIAG. Là, on a une énorme base de données parce qu'on va chercher énormément de données sur les fermes. Puis sur les données roulent des algorithmes et des équations dans des systèmes informatiques qui, lorsqu'on commande un calcul sur les GES, ils vont chercher les données qu'ils ont besoin, puis ils font rouler des modèles scientifiques pour tourner ça ou montrer les résultats sous forme de gaz à effet de serre. Fait que on offre comme un système complet. On est capable de faire de l'agronomie, d'aller chercher des données. On est capable de gérer les bases de données, mais surtout, on a développé les algorithmes, les systèmes informatiques pour traduire les résultats, les pratiques agricoles en émissions de gaz à effet de serre ou en quantité de carbone dans le sol. Merci, M. No. Merci beaucoup pour les informations sur le GIAG. OK, merci. Alors Yann, toi qui côtoies en fait pas mal de clients chez Belle-Île, en fait de clients producteurs, j'imagine que quand tu visites un client qui a 30 ou 40 ans, puis un client qui a 60 ans, ils n'ont pas vécu vraiment la même chose par rapport à la technologie. Non, puis d'ailleurs, c'est assez spectaculaire. Il faut penser qu'il y a des personnes sur des fermes, là, souvent des gens âgés de 60, 70 ans, là, qui ont connu, avec leur père, ont connu la traite manuelle, ont assisté à la venue du premier tracteur dans leur rang. Et aujourd'hui, avec leurs enfants, ajustent le robot, ajustent les connexions satellites sur le tracteur, sur le semoir. C'est un changement qui est incroyable, qui s'est fait excessivement rapidement et qui a été accepté aussi de façon rapidement et maîtrisé d'une façon rapide. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais, puis est-ce que cette technologie-là, elle est nécessaire, elle est incontournable? Est-ce qu'on peut avoir une ferme demain matin? Je sais qu'il y a certains représentants syndicaux de certains syndicats non officiels là, qui revendiquent une agriculture beaucoup plus proche de la terre et beaucoup moins technologique. Est-ce que c'est encore possible, ça? Tout est possible, sauf que la réalité, la technologie est essentielle. Là, c'est même plus fort que nécessaire. Là. Et Simon nous l'a bien dit dans sa statistique. Une ferme aujourd'hui produit de la nourriture pour à peu près 200 personnes. Et à ce que je cherche, là, à tous les jours, on a besoin de plus en plus de nourriture parce que sur la planète, on est de plus en plus de monde. Et dans nos pays, on est de moins en moins de producteurs. Donc, c'est
c'est obligatoire, il faut que les fermes deviennent de plus en plus productives. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils nourrissent de plus en plus de monde. Alors, si on ne veut pas manquer de nourriture, si on ne veut pas avoir des famines dans certains pays, bien, il va falloir que les producteurs produisent plus, donc grâce à la technologie, on peut produire plus. La technologie les accompagne. Est-ce que ça, c'est vrai pour toutes les tailles d'exploitation? Est-ce qu'on a quand même un imaginaire de ces grosses fermes avec beaucoup d'un gros bétail, avec beaucoup de robots? Mais est-ce que quand on est plus petit, des fermes de 40, 50 ou 80 vaches, ça a aussi besoin de technologie? Oui, puis je pense que c'est une fausse idée d'associer technologie et grandes exploitations. Je pense que la force de la technologie en agriculture, ça a permis le maintien des fermes familiales. C'est ce que beaucoup de monde ne pense pas. Mais les technologies, d'ailleurs, ce qu'on a vu avec les robots de traite, les robots de traite, c'est pas fait pour des troupeaux de 1000, 2000, 3000 vaches. C'est fait pour des troupeaux de ferme moyenne. La ferme moyenne au Québec, ben, c'est entre 60 et 80 vaches. C'est exactement la grosseur qu'un robot peut traiter. Alors, la technologie a permis aux fermes familiales d'être plus productives, tout en restant une des fermes familiales. Mais ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Oui, ça, je pense on va dire que c'est le côté obscur de la technologie, c'est que ça a modifié les besoins en capital. Et aujourd'hui, avoir une ferme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de capital, même je dirais beaucoup trop de capital, et la technologie coûte cher. Alors, c'est sûr que quand on trayait une vache manuellement, ça ne coûte pas très cher, ça coûte un bain. Un bain, ça coûte pas mal moins cher qu'un robot. Alors, c'est sûr qu'on peut... Mais là, on a des problématiques de main-d'œuvre, on a des problématiques. Oui. Il faut être face à la réalité d'aujourd'hui. Le robot est presque essentiel. Est essentiel, mais de l'autre côté. Mais comment on s'en sort si financièrement ça devient difficile de rentabiliser la ferme? Je pense que dans les prochaines années, on va passer à travers ça, mais dans les prochaines années, on va demander d'être très imaginatif, de trouver d'autres façons de capitaliser les fermes. Je pense que le modèle de capitalisation actuel va devoir évoluer, devoir changer. Autant les fermes ont adopté la technologie, je ne suis pas sûr que le système bancaire et le système de financement a suivi. Et aujourd'hui, même la problématique des fermes, c'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui n'est pas apparenté. Ça veut dire, si ton père n'a pas de ferme, c'est à peu près impossible de rentrer en agriculture aujourd'hui. C'est pas normal. Alors ça, il faut une évolution là-dessus et je suis très confiant que les gens vont trouver des solutions pour ça, là. Alors, merci beaucoup, Yann, pour ce petit coup de gueule, en fait, sur la technologie. Nous vous remercions d'avoir suivi Zone Agricole et espérons que cela vous a permis, une fois de plus, de mieux comprendre ce qui se passe sur les fermes du Québec. Les céréaliers du Québec et l'ELI, fiers partenaires de l'émission Zone Agricole.